Les clés étaient sur le crochet près de la porte, là où elles avaient toujours été. Un petit crochet en laiton en forme d'oiseau, que mon mari, Arthur, avait installé il y a 30 ans. Il disait que les clés devaient avoir un perchoir, comme nous. J'avais souri. C'était le genre de choses qu'Arthur disait. Mon fils, Thomas, ne trouvait pas les siennes. Je l'entendais fouiller dans les poches de son manteau, le bruit agacé du tissu froissé. Un soupir. Puis un autre. Sa femme, Sophie, était assise à ma table de cuisine, faisant défiler des images sur son téléphone. Elle n'a pas levé les yeux. Je ne les trouve pas, a-t-il dit, la frustration montant dans sa voix. Je dois aller chercher ce truc pour le barbecue de ce soir. Le silence a rempli l'espace. Un silence que j'ai appris à ne pas combler. Autrefois, j'aurais sauté sur pied, j'aurais aidé à chercher, j'aurais offert une solution. J'étais la solutionneuse, la facilitatrice, celle qui aplanissait les chemins. Mais j'avais 78 ans. J'étais fatiguée d'aplanir. Ses yeux ont balayé la pièce et se sont posés sur le crochet en oiseau. Sur mes clés. Celles de ma Honda. Ma voiture. Il s'est approché et les a décrochées. Le petit tintement du métal était le seul son dans la cuisine, à part le tic-tac régulier de l'horloge du salon. « Je prends la tienne », a-t-il déclaré. Ce n'était pas une question. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose. Pour dire que j'avais peut-être besoin de ma voiture. Pour dire qu'il aurait pu demander. Mais les mots ne sont pas venus. Ils se sont logés dans ma gorge, un petit tas de cailloux. Il a dû voir quelque chose sur mon visage, une lueur de protestation, car il a ajouté, avec un geste de la main qui se voulait apaisant mais qui était simplement dédaigneux. « Tu ne conduis plus de toute façon, et voilà. » La phrase. 4 mots qui effaçaient des décennies. Des décennies de conduite pour l'emmener à l'école, à ses entraînements de football, chez ses amis. Des décennies de trajets pour faire les courses, pour aller chez le médecin, pour rendre visite à des parents malades. Des décennies de voyages en voiture avec Arthur, la carte dépliée sur mes genoux, le monde qui défilait par la fenêtre. Des décennies d'indépendance. Tout cela, effacé. Tu ne conduis plus de toute façon. Sophie a finalement levé les yeux de son téléphone, un sourire vague sur les lèvres. C'est plus simple comme ça, maman. On s'inquiète moins, le maman de sa part a toujours sonné faux. Un mot qu'elle utilisait comme un pansement sur une relation qui n'avait jamais vraiment existé. Je n'ai rien dit. J'ai regardé Thomas mettre les clés dans sa poche. Il m'a tapoté l'épaule en passant. Un geste vide. Un geste qu'on fait à un meuble familier en quittant une pièce. La porte d'entrée s'est ouverte, puis s'est refermée. Le bruit du moteur de ma voiture a démarré dans l'allée. Le son était parfait. Je l'entretenais méticuleusement. Je suis restée assise à la table de la cuisine. Sophie a reporté son attention sur son écran. Le silence est revenu, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge. Tic. Tac. Chaque seconde martelait la vérité de ce qui venait de se passer. Je n'étais plus une personne. J'étais une commodité. Un ensemble de ressources à utiliser au besoin. Une maison pour les vacances, une baby-sitter de dernière minute, et maintenant, une voiture de prêt. Mes mains étaient posées à plat sur la table en bois. Elles ne tremblaient pas. Pas encore. J'ai regardé mes doigts, les articulations enflées par l'arthrite, la peau fine comme du papier. Ses mains avaient changé des milliers de couches, préparé des milliers de repas, tenu la main d'un mari mourant. Ses mains avaient tenu un volant pendant plus de 50 ans. Sophie s'est levée. Bon, je vais y aller aussi. Ne t'inquiète pas, il la ramènera ce soir. Ou demain, elle a haussé les épaules. Assure-toi de bien fermer la porte, elle est partie. La porte s'est refermée une seconde fois. Maintenant, le silence était total. Même l'horloge semblait s'être tue. Je suis restée là pendant ce qui m'a semblé être 1 heure. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre de la cuisine, dessinant un carré de lumière sur le sol en linoléum. J'ai observé les grains de poussière danser dans le rayon. Chacun indépendant. Chacun suivant sa propre trajectoire. Puis, je me suis levée. Mes mouvements étaient lents, délibérés. Je suis allée dans le salon et me suis assise dans mon fauteuil en velours usé. Le fauteuil d'Arthur. Il épousait encore la forme de mon corps après toutes ces années. J'ai regardé le crochet en oiseau près de la porte. Il était vide. L'oiseau en laiton semblait solitaire, dépouillé de sa fonction. Une image m'est venue à l'esprit. Thomas, à 16 ans, assis à côté de moi dans cette même voiture, ou plutôt,
sa prédécesseur. Ses mains moites agrippaient le volant. Sa concentration était si intense qu'une petite ride s'était formée entre ses sourcils. Je lui avais dit de respirer, de regarder loin devant, de sentir la voiture comme une extension de lui-même. « Tu vois, maman? Je peux le faire !» avait-il crié de joie après avoir réussi son premier créneau. Sa fierté était palpable, un soleil chaud dans l'habitacle. Ma fierté aussi. Où était passé ce garçon? Quand était-il devenu cet homme qui prenait sans demander, qui effaçait mon existence d'une phrase désinvolte? La douleur est arrivée. Ce n'était pas une douleur aiguë, mais une douleur sourde et profonde. Une sorte de deuil. Le deuil de l'image que j'avais de ma famille. Le deuil de la femme que je pensais être à leurs yeux. La douleur a duré un certain temps. J'ai laissé les larmes couler sans les essuyer. Elles traçaient des sillons froids sur mes joues. C'était un nettoyage. Une purification. Et puis, la douleur s'est retirée. Elle a laissé place à autre chose. Quelque chose de froid, de dur et de parfaitement clair. Comme un morceau de verre poli par la mer. Ce n'était pas de la colère. La colère est chaude, désordonnée. C'était de la clarté. La clarté que rien ne changerait jamais si je ne changeais rien moi-même. La clarté qu'attendre qu'ils me voient était une perte de temps. La clarté qu'ils ne me verraient que lorsque je ne serais plus là pour eux. Je me suis levée du fauteuil. Je suis retournée dans la cuisine. J'ai rempli la bouilloire et l'ai posée sur le feu. J'ai sorti une tasse, ma préférée, celle avec de petites violettes peintes à la main. J'ai mis un sachet de thé noir dans la tasse. J'ai fait ces gestes des milliers de fois. C'était un rituel. Mais cette fois, c'était différent. Chaque mouvement était précis. Chaque geste était une affirmation. Pendant que l'eau chauffait, je suis allée à mon bureau dans le coin du salon. C'était un vieux bureau en chêne, rempli de paperasse, de factures et de souvenirs. Dans le tiroir du haut, sous une pile de cartes postales, j'ai trouvé ce que je cherchais. Une petite carte de visite blanche. Maître Isabelle Dubois, avocate. Une amie, Hélène, me l'avait donnée des années auparavant. Juste au cas où, avait-elle dit avec un clin d'œil. Hélène avait toujours été plus pragmatique que moi. J'ai pris la carte et je suis retournée dans la cuisine. La bouilloire sifflait. J'ai versé l'eau chaude dans la tasse. La vapeur odorante du thé a embué mon visage. Je me suis assise à la table et j'ai regardé la carte. Le nom était imprimé en lettres noires et nettes. Professionnel. Impersonnel. C'était parfait. J'ai bu mon thé lentement, laissant la chaleur se répandre en moi. La décision était prise. Elle n'était pas née de la fureur, mais d'une tristesse profonde et d'une résolution tranquille. C'est terminé. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le lever du soleil. C'était une habitude que j'avais gardée de l'époque où Arthur partait travailler tôt. La maison était silencieuse et fraîche. J'ai suivi ma routine matinale. Un verre d'eau. Quelques étirements doux pour mes articulations douloureuses. Je me suis habillée avec soin. Une jupe en laine grise, un chemisier en soie bleue. Des vêtements que je gardais pour les occasions spéciales. C'était une occasion spéciale. À 9 heures précises, j'ai composé le numéro sur la carte de visite. Une voix calme et professionnelle a répondu. J'ai demandé à parler à Maître Dubois. J'ai expliqué brièvement que j'avais besoin de conseils juridiques concernant mes affaires personnelles. J'ai obtenu un rendez-vous pour le surlendemain. Après avoir raccroché, j'ai ressenti une vague de soulagement. Le premier pas était fait. La première brique de ma nouvelle vie était posée. Ensuite, j'ai fait la deuxième chose. J'ai cherché le numéro du commissariat de police locale. J'ai composé le numéro non urgent. Ma main était parfaitement stable. Commissariat de police, bonjour, bonjour, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Je voudrais signaler un vol de véhicule. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Très bien, madame. Pouvez-vous me donner votre nom et votre adresse? J'ai fourni les informations, une par une. Comment, precisement. Et le véhicule, madame. C'est une Honda Civic argentée. Année 2018. L'immatriculation est, j'ai récité les chiffres et les lettres que je connaissais par cœur. Quand avez-vous remarqué sa disparition? Hier après-midi. Vers 15 heures, avez-vous une idée de qui aurait pu la prendre? C'était la question cruciale. Je n'ai pas hésité. Oui. La dernière personne à l'avoir eue est mon fils,
Thomas Leclerc, j'ai donné son nom complet. J'ai donné son adresse, que je connaissais aussi par cœur. L'agent à l'autre bout du fil était silencieux pendant un moment. J'imagine qu'il traitait l'information. Une mère qui déclare sa propre voiture volée par son fils. Ce n'était probablement pas un appel courant. Madame Leclerc, a-t-il dit, sa voix prudente, êtes-vous sûre de vouloir déposer une plainte? Parfois, ces situations sont des malentendus, ce n'est pas un malentendu. Les jeux interrompus, ma voix toujours calme mais avec un fil d'acier que je ne savais pas que je possédais. Il a pris les clés sans ma permission et est parti avec ma voiture. C'est la définition d'un vol, n'est-ce pas? Oui, madame. Techniquement, alors je souhaite le signaler. Techniquement et factuellement, il a soupiré. Très bien, madame. Nous allons envoyer une patrouille à l'adresse de votre fils. Nous vous tiendrons au courant. Je vous remercie, j'ai raccroché. Le silence dans la maison semblait différent maintenant. Ce n'était plus un silence vide, mais un silence plein d'attente. J'avais mis quelque chose en mouvement. Une machine que je ne pouvais plus arrêter. Et je ne le voulais pas. Je suis allé dans le salon. Sur la cheminée, il y avait une collection de photos encadrées. Des photos de mariage, des photos de vacances, des photos des petits-enfants. Au centre, une grande photo de famille prise à Noël dernier. Nous étions tous là, souriant à l'appareil. Un sourire forcé pour moi. Je me souvenais de ce jour. Je me souvenais de m'être sentie comme une figurante dans la vie de quelqu'un d'autre. J'ai pris le cadre. Le verre était froid sous mes doigts. J'ai regardé le visage de Thomas, si confiant. Le visage de Sophie, son sourire parfait. Les visages des enfants, déjà si semblables à leurs parents. Je n'ai pas jeté la photo. Ce serait trop théâtral. Trop colérique. Au lieu de cela, je l'ai portée dans ma chambre et je l'ai placée face contre terre dans le tiroir du bas de ma commode, sous de vieilles couvertures en laine qui sentaient la naphtaline. Hors de vue. Hors de l'esprit. Puis je suis allée dans la chambre d'amis. L'armoire était pleine de cadeaux que j'avais achetés au fil des mois pour les anniversaires et Noël à venir. Des livres pour Léo, une poupée pour Manon. J'achetais toujours à l'avance, c'était ma nature. J'aimais être préparée. J'ai sorti un grand sac en carton. Un par un, j'ai mis les cadeaux dans le sac. Le papier cadeau a craqué sous mes doigts. Chaque cadeau était un lien, une attente. Je coupais les liens. Le sac était lourd quand j'ai eu fini. Je l'ai mis près de la porte d'entrée. Je le déposerai au centre communautaire plus tard. D'autres enfants en profiteraient. Des enfants qui n'avaient pas de grand-mère pour leur acheter des cadeaux. J'ai passé le reste de la journée à ranger. Pas un grand nettoyage de printemps, mais un rangement silencieux et méthodique. J'ai trié de vieux papiers, jetant ce qui n'était plus nécessaire. J'ai réorganisé ma bibliothèque, mettant mes livres préférés à portée de main. Chaque action était une façon de reprendre le contrôle. De redéfinir mon espace. Ma maison redevenait la mienne, pas seulement un lieu de passage pour ma famille. Le premier appel est arrivé le lendemain vers midi. Le nom de Thomas s'est affiché sur mon téléphone. J'ai regardé l'écran sonner. J'ai compté les sonneries. 1, 2, 3, 4. Puis le silence, suivi de la notification d'un message vocal. Je l'ai écouté. La voix de Thomas était tendue, un mélange d'incrédulité et d'agacement. Maman? C'est Thomas. Les flics sont venus chez moi ce matin. Ils m'ont posé des questions sur ta voiture. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une blague? Appelle-moi immédiatement. C'est complètement ridicule, ridicule. C'était le mot qu'il a choisi. Pas inquiétant. Pas surprenant. Ridicule. Parce que, dans son monde, mon action était illogique. Incomprehensible. J'ai appuyé sur le bouton « Supprimer ». Le message a disparu. 1 heure plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. Sophie. J'ai laissé l'appel aller à la messagerie. Son message était différent. Sa voix était douce, sirupeuse, pleine de cette fausse inquiétude qu'elle maîtrisait si bien. Elara? C'est Sophie. On est très inquiet. Thomas m'a raconté cette histoire insensée avec la police. On ne comprend pas. Est-ce que tout va bien? Tu sais bien que Thomas ne voulait pas te faire de mal, il voulait juste rendre service. Appelle-nous, s'il te plaît. On s'inquiète pour toi, s'inquiéter pour moi. Ou s'inquiéter des complications que je créais dans leur vie bien ordonnée. J'ai supprimé son message aussi.
Ils ont essayé d'appeler plusieurs fois cet après-midi-là. Je n'ai répondu à aucun appel. Je n'ai écouté aucun autre message. Je savais ce qu'ils diraient. Des variations sur le même thème, ma confusion, mon ingratitude, mon comportement irrationnel. Le soir, je me suis préparé un dîner simple. Une soupe de légumes et une tranche de pain grillé. J'ai mangé à la table de la cuisine, en silence. Le téléphone est resté silencieux. Ils avaient dû abandonner pour la nuit. Le lendemain était le jour de mon rendez-vous avec Maître Dubois. Son bureau était dans un immeuble moderne du centre-ville. Tout était en verre et en acier. C'était froid, mais propre. Honeyt. Maître Dubois était une femme d'une 50aine d'années, avec des cheveux gris coupés courts et des yeux vifs et intelligents. Elle ne m'a pas traitée comme une vieille femme fragile. Elle m'a traitée comme une cliente. Je lui ai tout raconté. L'incident avec la voiture n'était que le point de départ. J'ai parlé des années de petites négligences, des anniversaires oubliés, des décisions prises sans moi concernant ma propre maison, ma propre santé. J'ai parlé du sentiment d'être devenue invisible. Elle a écouté attentivement, sans m'interrompre. Elle a pris des notes. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo. « Madame Leclerc, a-t-elle dit, sa voix calme et assurée, vous avez parfaitement le droit de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, que voulez-vous faire ?» La question était si directe, si puissante. Personne ne m'avait demandé ce que je voulais depuis la mort d'Arthur. « Je veux tout changer, » ai-je dit. La procuration que j'ai donnée à Thomas. Mon testament. Les bénéficiaires de mon assurance vie. Tout elle a hoché la tête. C'est tout à fait possible. Commençons par la procuration. C'est la première étape pour assurer votre autonomie. Nous avons passé les 2 heures suivantes à passer en revue mes documents. Elle m'a expliqué les implications de chaque changement. Elle était minutieuse, patiente. Pour la première fois depuis des années, je me sentais entendue. Me sentais competente. Je suis sortie de son bureau avec un sentiment de légèreté que je n'avais pas connu depuis longtemps. Le ciel semblait plus bleu. L'air de la ville semblait plus frais. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée à la banque. J'avais les documents préparés par Maître Dubois. J'ai demandé à voir le directeur. J'ai expliqué que je souhaitais restructurer mes comptes. Supprimer l'accès de mon fils. Mettre en place des virements automatiques pour mes factures. Le jeune directeur de la banque était un peu nerveux. Il a regardé les documents. Il m'a regardé. « Vous êtes sûre, Madame Leclerc ?» Je n'ai jamais été aussi sûre de ma vie, ai-je répondu. Ce soir-là, quelqu'un a sonné à ma porte. Je savais que ce n'était pas Thomas ou Sophie. Ils auraient utilisé leur clé. Une clé que je devais aussi récupérer. J'ai regardé par le Judas. C'était ma petite fille, Chloé. J'ai hésité. Chloé avait 19 ans. Elle était prise entre ses parents et moi. Je ne voulais pas la mettre dans une position difficile. Mais il y avait quelque chose dans sa posture. Elle se tenait là, sur mon porche, l'air anxieux mais déterminé. Elle tenait un petit pot avec une plante verte. J'ai ouvert la porte. « Grand-mère » a-t-elle dit, sa voix douce. « Je peux entrer ?» J'ai reculé pour la laisser passer. Elle est entrée dans le salon et a regardé autour d'elle. Elle a remarqué l'espace vide sur la cheminée. Ses yeux se sont posés sur moi. « Ils sont furieux » a-t-elle dit. Papa n'arrête pas de crier. Maman essaie de le calmer, mais elle est en colère aussi, je n'ai rien dit. J'ai attendu. Je suis venue pour te dire. Je suis désolée, a-t-elle continué, ses yeux se remplissant de larmes. J'étais là. Dans la cuisine. J'ai entendu ce que papa a dit. Tu ne conduis plus de toute façon, et j'ai vu ton visage. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû le défendre, un sanglot lui a échappé. Mais je n'ai rien fait. J'ai eu peur, je me suis approchée et je l'ai prise dans mes bras. Elle était si jeune, si fragile. Elle a pleuré contre mon épaule. Ce n'était pas à toi de le faire, lui ai-je murmuré. C'est à moi de le faire. Et je le fais, nous sommes restés ainsi un moment. C'était le premier contact humain sincère que j'avais eu depuis des jours. Quand elle s'est calmée, nous nous sommes assises. Elle m'a donné la plante. C'était un petit succulente. Pour que tu aies quelque chose de vivant à prendre soin, a-t-elle dit avec un petit sourire. J'ai fait du thé. Nous avons parlé pendant 1 heure. Pas de ses parents. Nous avons parlé de ses études, de ses amis, de ses rêves.
Elle voulait devenir photographe. Voyager. Voir le monde. En la regardant, j'ai vu la femme que j'avais été. Pleine d'espoir et de projets. Une femme qui n'aurait jamais laissé personne lui dire ce qu'elle pouvait ou ne pouvait pas faire. Quand Chloé est partie, elle m'a serré fort dans ses bras. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, grand-mère. Vraiment, je le ferai, ai-je promis. Sa visite a été un baume sur une blessure que je ne savais pas si profonde. Elle m'a vue. Elle a compris. Je n'étais pas seule. Les jours suivants, j'ai continué à construire ma forteresse. J'ai bloqué les numéros de Thomas et Sophie sur mon téléphone. Le silence est devenu une paix. J'ai fait changer les serrures. Le serrurier était un homme gentil qui m'a montré comment fonctionnait la nouvelle serrure à peine dormant. Personne ne pourra entrer sans cette clé, madame, m'a-t-il assuré. J'ai tenu la nouvelle clé dans ma main. Elle était solide. Fiable. La police a retrouvé ma voiture. Elle était garée devant la maison de Thomas. Ils l'ont récupérée et me l'ont ramenée. Un jeune policier m'a demandé si je voulais porter plainte. Non, ai-je dit. Je pense que le message est passé, je ne voulais pas de punition. Je voulais du changement. La semaine suivante, j'ai mis la voiture en vente. J'ai posté une annonce en ligne. Un jeune couple est venu la voir. Ils étaient ravis de son état impeccable. Ils m'ont demandé pourquoi je la vendais. Je n'en ai plus l'utilité, ai-je dit. Et c'était vrai. Mais c'était ma décision. Ma conclusion. L'argent de la vente est allé directement sur mon nouveau compte bancaire. Un compte auquel je seul avais accès. La confrontation inévitable a eu lieu un samedi après-midi. J'étais en train de désherber mes parterres de fleurs quand une voiture s'est arrêtée brusquement devant ma maison. Thomas en est sorti. Son visage était rouge de colère. Il a marché d'un pas rapide vers moi. « Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu ne réponds pas à nos appels ? On a dû l'apprendre par Chloé que tu avais changé les serrures. » Je me suis relevé lentement, en m'essuyant les mains sur mon tablier de jardinage. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je suis resté sur le porche. « Bonjour, Thomas », ai-je dit, ma voix calme. Ne me dis pas « bonjour, Thomas ». Je veux des explications. La police, la voiture, les serrures, tu bloques nos numéros. C'est quoi ce cirque ? Tu essaies de nous punir. J'ai respiré profondément, l'odeur de la terre humide remplissant mes poumons. Ce n'est pas une punition, Thomas. C'est une conséquence, il m'a regardé, déconcerté. Le concept lui était étranger. Tu as pris ma voiture, ai-je continué, ma voix toujours égale. Tu es entré dans ma maison, tu as pris mes clés sur le crochet, et tu es parti avec ma propriété. Tu ne m'as pas demandé. Tu m'as informé, mais c'est ridicule. Je te l'aurais rendu. Ce n'est pas la question. La question, c'est que tu as agi comme si ma propriété était la tienne. Comme si ma vie était une extension de la tienne. Tu as dit, tu ne conduis plus de toute façon, tu as décidé pour moi. Tu m'as effacé, il a passé une main dans ses cheveux, exaspéré. Tu dramatises tout. C'était juste pour rendre service. J'étais pressé. Pendant des années, ai-je dit, j'ai accepté. J'ai accepté les décisions prises à ma place. J'ai accepté d'être une commodité. J'ai accepté d'être invisible. J'ai fini d'accepter. Alors quoi ? Tu nous exclus de ta vie ? Ta propre famille. Sa voix était pleine d'une indignation outragée. Je redéfinis les termes de notre relation, ai-je corrigé. Ma vie, ma maison, mes finances, mes décisions. Elles sont à moi. Si tu veux faire partie de ma vie, tu devras respecter cela. Tu devras me respecter, il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose d'autre que de la colère dans ses yeux. J'ai vu de la confusion. Comme un enfant qui ne comprend pas pourquoi les règles du jeu ont changé. Je ne comprends pas, a-t-il marmonné. Je sais, ai-je dit doucement. Et c'est ça le problème. Je me suis retournée et j'ai ouvert ma porte. La conversation est terminée pour aujourd'hui, Thomas. Je suis entrée et j'ai fermé la porte derrière moi. Je ne l'ai pas claquée. J'ai simplement tourné le nouveau pen dormant. Le clic a été un son de finalité. J'ai appuyé mon front contre le bois frais de la porte. Mon cœur battait la chamade. Mais je ne me sentais pas mal. Je me sentais forte. Le mois suivant, j'ai mis la maison en vente. C'était une grande maison, pleine de souvenirs. Mais la plupart de ces souvenirs étaient devenus lourds. C'était la maison de la famille Leclerc.
Je n'étais plus seulement ça. J'étais Elara. J'ai trouvé un petit appartement dans un immeuble pour personnes âgées. C'était lumineux, avec un balcon qui donnait sur un parc. C'était petit, facile à entretenir. C'était parfait. Le déménagement a été une sorte de catharsis. J'ai trié des décennies de vie. J'ai gardé ce qui m'était cher, les livres d'Arthur, mes albums photos, le fauteuil en velours. Le reste, je l'ai donné. Maître Dubois a finalisé mon Nouveau Testament. La maison, une fois vendue, irait à une association caritative qui aidait les femmes sans abri. Mes économies ont été placées dans une fiducie pour l'éducation de Chloé. Le reste de mes biens irait à des amis et à des parents éloignés qui m'avaient toujours traité avec gentillesse. Thomas et Sophie n'étaient mentionnés nulle part. Ma nouvelle vie a commencé. Une vie plus simple, plus calme. Je me suis inscrite à un club de jardinage. J'ai rencontré des femmes de mon âge avec qui je partageais des intérêts. Nous parlions de plantes, de livres, de nos vies. Personne ne me traitait comme si j'étais sénile ou invisible. Je prenais le petit déjeuner sur mon balcon tous les matins. Je regardais les gens promener leurs chiens dans le parc. Je lisais le journal. Je voyais Chloé toutes les semaines. Nous allions déjeuner ou nous promener. Elle m'apportait son appareil photo et me montrait ses dernières photos. Elle était talentueuse. Je lui ai raconté des histoires sur sa grand-mère, sur Arthur. Des histoires que ses parents ne lui avaient jamais racontées. Je n'étais plus en train d'attendre. D'attendre un appel téléphonique, une visite, une invitation. J'étais occupée à vivre. Bien sûr, il y avait des moments de solitude. Des soirées où le silence de l'appartement semblait trop grand. Mais j'ai réalisé qu'il y a une différence entre être seul et être solitaire. J'avais été solitaire pendant des années, entourée d'une famille qui ne me voyait pas. Maintenant, j'étais seule, mais je n'étais plus solitaire. J'étais en ma propre compagnie. Et j'apprenais à l'apprécier. Un jour, 6 mois après mon déménagement, une lettre est arrivée. L'écriture sur l'enveloppe était celle de Thomas. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Je l'ai posée sur la table de la cuisine et j'ai préparé une tasse de thé. Ce n'est qu'une fois assise, la tasse chaude entre mes mains, que je l'ai ouverte. La lettre était courte. Maman, j'ai mis du temps à écrire. J'étais en colère. J'étais blessée. Mais surtout, je ne comprenais pas. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois. À ce que tu as dit. À ce que j'ai fait. Pas seulement ce jour-là, mais pendant des années. Tu avais raison. Je te prenais pour acquise. Nous te prenions tous pour acquise. Je n'ai jamais pensé à ce que tu ressentais. Je voyais seulement ce dont j'avais besoin. Je suis désolée. Je suis désolée pour la voiture. Je suis désolée pour tout le reste. Je suis désolée de ne pas avoir été un meilleur fils. Je ne sais pas si tu peux me pardonner. Je ne sais pas s'il y a un chemin pour revenir en arrière. Mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant. Au moins, je commence à comprendre. Thomas, j'ai lu la lettre 2 fois. Il n'y avait aucune justification. Aucune excuse. Juste des excuses. Des larmes me sont montées aux yeux. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de quelque chose d'autre. Peut-être de soulagement. J'ai plié la lettre et je l'ai posée sur mon bureau, à côté d'une photo d'Arthur. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il était trop tôt. Les blessures étaient encore en train de cicatriser. Mais pour la première fois, j'ai senti que la porte n'était plus fermée à clé. Elle était entr'ouverte. L'avenir serait différent. Toute relation que nous pourrions reconstruire serait sur de nouvelles bases. Des bases de respect mutuel. Des bases que j'avais construites, brique par brique. J'ai fini mon thé. Le soleil se couchait, peignant le ciel de couleur orange et violette. Depuis mon balcon, la vue était magnifique. J'ai pris un carnet et un stylo. C'était une nouvelle habitude. J'écrivais mes pensées à la fin de chaque journée. Ce soir, j'ai reçu une lettre, ai-je écrit. Un début. Peut-être. Mais mon bonheur ne dépend plus de cela. Mon bonheur est ici, dans ce petit appartement, avec le soleil couchant et le bruit lointain de la ville. Mon bonheur, c'est le silence que j'ai choisi. C'est la paix que j'ai gagnée. C'est moi. J'ai posé mon stylo. J'ai regardé le ciel s'assombrir. Je me sentais en paix. Entière. Enfin, après toutes ces années, je me sentais chez moi.